Donc tout d'abord, je vais commencer par une brève introduction. Je poursuivrai sur le contexte de l'étude qui a été déjà bien amorcé par mes prédécesseurs. Je présenterai ensuite la phase préparatoire aux essais avec un certain nombre de plans, la mise en avant de l'instrumentation qui a été utilisée. Je dirai ensuite sur le protocole en lui-même, qu'est-ce qu'on a fait réellement au cours de ces journées. Et je conclurai et ouvrirai quant aux résultats qui vous seront présentés aujourd'hui. Donc tout d'abord, pour commencer, ces caissons sont des outils de formation. Bien souvent, il s'agit de conteneurs maritimes. Alors celui de La Roche-sur-Yon est un conteneur de 40 pieds de rail, donc un conteneur de 12 mètres de long. On s'est aperçu que ces caissons étaient de plus en plus représentés en France, puisque une enquête de Soldats du Feu Magazine parue en 2013 comptabilisait 105 caissons de feu de classe A, à la fois dans les SDIS, mais aussi chez des industriels. C'est un outil qui est utilisé aujourd'hui dans le monde entier, notamment dans les pays anglo-saxons, mais qu'on voit apparaître aussi en Europe. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ces conteneurs sont des conteneurs maritimes donc, qui répondent à des normes ISO, et donc toutes les valeurs qui vont être présentées aujourd'hui sont transposables à l'international. Ce caisson, bien souvent, ça représente le premier feu réel pour des pompiers en formation. On le voit ici avec un groupe de stagiaires au SDIS 85 en 2012, qui donc observent leur premier feu de classe A. Au niveau opérationnel, on peut faire l'analogie avec un certain nombre de situations, notamment des situations de feu d'habitation, des phénomènes qu'on peut rencontrer dans l'habitat, des phénomènes qui sont encore malheureusement d'actualité. J'ai mis ici la photo du feu d'Aubervilliers cet été. Plus pour les SDIS côtiers, ces formations peuvent aussi s'apparenter au feu de navire. En effet, on est dans des milieux en feu confiné et avec des parois métalliques. Donc j'ai mis ici la photo du feu de l'Angoumois à La Rochelle en 2012. Et puis, ces caissons sont aujourd'hui utilisés dans l'habitat pour réaliser des ERP et également dans l'industrie. Donc j'ai mis ici quelques photos, notamment de baraquements de chantier à Glasgow cet été. On voit très bien déjà que ces caissons sont utilisés à l'international et peuvent être utilisés dans le monde du travail. Par ailleurs, un restaurant scolaire ici à Saint-Doulchard dans le Cher, qui donc est composé de conteneurs maritimes, donc il peut être probable que dans quelques années, les pompiers soient amenés à intervenir sur ce type de structure. Donc je vais maintenant revenir sur le contexte qui a déjà été bien décrit, donc je vais essayer d'aller assez vite. Un partenariat est né entre le SDIS 85, l'IRIAF, l'Institut Péprim et le LEMTA, et donc les enseignants-chercheurs de l'Institut Péprim et de l'IRIAF sont allés dispenser des formations au sein du SDIS 85. De là est née l'idée de ces campagnes d'essai, avec trois objectifs majeurs. Tout d'abord, une meilleure connaissance des contraintes auxquelles sont soumis les pompiers en intervention. On sait que la santé et la sécurité au travail font partie des enjeux majeurs, surtout dans ce type de métier. Un autre objectif était l'obtention de données pour l'amélioration des formations, afin d'apporter des notions fondamentales et d'illustrer des ressentis qui peuvent être vécus par les pompiers dans le caisson. Et enfin, mettre en place des essais, comme le disaient mes prédécesseurs, pour bénéficier de mesures sur des feux réels, de valeurs expérimentales pour nous, afin de mieux comprendre le comportement de feu en milieu confiné type habitat, et de valider nos modèles numériques via des ordres de grandeur. Donc pour ce faire, 2 campagnes ont été réalisées en 2013 et en 2014, et en quelques chiffres, donc à chaque fois c'est 4 à 5 jours sur place, donc au plateau technique de La Roche. Une équipe de recherche de 10 à 12 personnes présentes et environ 8 à 10 pompiers tous les jours présents sur le site. Ce type de projet est bien évidemment composé d'une phase préparatoire avec la mise en place de plans, la mise en place de l'instrumentation. Ensuite, il y a donc la phase d'essai où on met en place le protocole qu'on a défini en amont, et une phase post-essai qui correspond au traitement des données qui vous seront présentées au cours de la journée. Donc au niveau de cette phase préparatoire, 3 grandes questions nous sont venues à l'esprit. Tout d'abord, quelles sont les données qui peuvent être nécessaires à la formation des pompiers ? Quelles valeurs permettent de les mettre en avant et de mettre en avant les contraintes auxquelles les pompiers sont soumis ? Et donc quels capteurs installer et où les positionner pour obtenir ces différentes valeurs ?
toujours avec en tête cette problématique globale d'améliorer la formation de nos pompiers. Plusieurs éléments de réponse nous sont venus. Tout d'abord, il y avait des aspects pédagogiques et médicaux qui étaient imposés par le SDIS, et donc on a choisi de corréler les contraintes qui étaient endurées par les pompiers avec les grandes phases d'établissement et de développement du foyer. C'est pour ça qu'on a choisi, et c'est en ça que réside un petit peu l'innovation de ces essais, on a choisi vraiment d'équiper le binôme et le caisson. Ensuite, on s'est questionné sur ce qui pouvait caractériser un feu en milieu confiné. Alors, il se caractérise notamment par sa puissance et ses températures. Donc là, on a un réel besoin de venir mesurer les flux de chaleur et les températures à l'intérieur du caisson. Il se caractérise également par une stratification des fumées. Donc on a encore une fois besoin de mesurer les températures de ces fumées, la chaleur rayonnée et convectée par ces fumées, et la vitesse de stratification. Et pour terminer, la composition des fumées est également bien particulière, et donc là on a souhaité venir mesurer la toxicité et l'inflammabilité de ces fumées. Donc je vous présente maintenant enfin quelques vues de ce caisson. Des vues extérieures et une vue intérieure donc, qui se décompose en trois grandes parties. Une première partie, une zone d'attente des stagiaires ici. Une deuxième partie qui est la zone d'observation et d'attaque. Et une troisième partie qui est donc notre zone de foyer. Différents écrans de cantonnement, un écran de cantonnement au niveau du foyer ici qui est amovible, et différents ouvrants sur les parties latérales et un exutoire en partie haute. Voilà ce que ça donne de l'intérieur, avec notre partie foyer sur votre droite et la partie observation attaque sur la gauche. Au niveau du plan global, voilà un petit peu une mise en situation. Donc le pompier 1 et le pompier 2 sont donc toujours dans la zone d'observation et d'attaque. On a notre écran de cantonnement ici, l'exutoire, la zone de foyer et la zone d'attente des stagiaires. Alors on va passer maintenant vraiment à l'instrumentation. On a choisi, comme je vous l'ai dit, de mesurer les températures. Donc pour ce faire, il faut utiliser des thermocouples. On a choisi des thermocouples de type K puisque leur gamme s'étend de moins 180 à 1200 degrés, donc c'est des ordres de température auxquels on s'attendait dans le caisson. Le principe est relativement simple de ces thermocouples. On a deux fils métalliques différents qui sont soudés l'un à l'autre, comme le schéma le montre ici, et on peut le retrouver ici. Et donc on vient de mesurer une différence de tension aux extrémités de ces deux fils, ce qui nous donne ensuite une température par une conversion assez simple. Ces thermocouples, comme je vous l'ai dit, devaient mesurer la température des fumées. On a choisi de les répartir de manière verticale dans le caisson sur des arbres comme celui que vous voyez sur votre droite. Donc on avait 75 thermocouples répartis sur 4 arbres. Ces thermocouples étaient plus serrés, leur espacement était plus serré en partie haute afin d'avoir un maillage plus fin et donc une précision meilleure dans nos mesures. Et donc un peu moins en partie basse, donc ils étaient tous écartés d'une dizaine de 10 cm en partie haute. L'ensemble des appellations qui sont utilisées, arbre A, arbre B, arbre C, arbre D, seront utilisées tout au long de la journée. Il en sera pareil pour les flux-mètres. Et donc on retrouve nos 4 arbres qui étaient pour les 3 derniers vraiment au centre du caisson et pour le premier au niveau de l'intervenant P2. On a ensuite besoin de mesurer les flux de chaleur dans le caisson. Flux de chaleur à la fois, flux de chaleur total, flux de chaleur radiatif et convectif. Là, cette fois-ci, on vient mesurer dans l'appareil une différence de température, ce qui donne une densité de flux thermique. Et donc ces flux-mètres, eux, sont répartis ponctuellement dans le caisson, à 1,10 m du sol, ce qui correspond à la hauteur de la tête des pompiers à genoux. Et 3 orientations de ces flux-mètres sont possibles, soit orienté foyer, soit orienté plafond, soit orienté paroi. Je vous montrerai par la suite où est-ce qu'ils étaient placés. On avait donc 5 flux-mètres dans ce caisson, dont 3 regroupés au centre dans les 3 directions. Donc voilà la répartition de ces flux-mètres. Le flux au niveau de l'arbre A était orienté, le flux-mètre était donc orienté vers le plafond. Au niveau de l'arbre B, on avait une orientation dans les trois directions.
Et au niveau, entre l'arbre C et l'arbre D, le flux D était orienté foyer. Ensuite, je vous ai dit qu'on avait besoin de mesurer la composition des fumées, tant en termes d'inflammabilité que de toxicité. Donc là, on vient analyser les gaz via un testotherme 350 qui permet de caractériser les gaz O2, NO, NO2, NOx, SO2, CO, hydrocarbures et CO2. Le principe de cet appareil est relativement simple. On a une canne de prélèvement qui vient aspirer les gaz et qui les analyse via des cellules de mesure électrochimiques. Cette canne est placée au-dessus de l'exutoire et vient capter les fumées à l'ouverture de l'exutoire. Donc voilà, je l'ai représenté ici au-dessus de notre exutoire. D'autres instrumentations étaient nécessaires à cette étude parce qu'on avait notamment besoin d'observer ce qui se passait dans le caisson pendant les essais. On a installé donc des caméras GoPro à l'intérieur et à l'extérieur du caisson. Pour celles qui étaient à l'intérieur, elles étaient refroidies dans des protections que vous voyez ici, isolées, et qui donc étaient orientées soit vers le plafond, soit vers le foyer, soit vers les intervenants. En 2013, on avait également installé des anémomètres qui permettaient d'analyser les vitesses d'entrée de l'air et de sortie des fumées. Malheureusement, les données de ces anémomètres ont été peu concluantes et il y a eu une fonte relativement rapide. Donc voilà un petit peu des photos de cette instrumentation globale. Pour l'instrumentation caisson, j'entends bien. On a donc l'ensemble de nos thermocouples, avec ici vous voyez donc les arbres. Nous avons les flux-mètres ici qu'on peut distinguer, les caméras. Le tout était refroidi. Et donc on voit ici les gaines dans lesquelles passaient les tuyaux de refroidissement et les tuyaux qui permettaient d'aller jusqu'au boîtier d'acquisition des données. L'ensemble de ces gaines sortait en partie arrière du caisson. Donc ensuite, je vous ai dit qu'on avait besoin d'instrumenter les pompiers pour voir vraiment ce que eux ressentaient et corréler ça avec les phases d'établissement de notre foyer. Donc cette fois, on a mesuré 3 grandeurs, les flux de chaleur, les températures et le taux d'humidité. Au niveau des flux de chaleur, donc on a installé des flux-mètres. Au niveau du casque, au niveau de l'épaule, qui était plus au niveau du torse en fait, et qui donc visait le foyer, et au niveau de la jambe. Donc ce sont les zones les plus exposées au flux, les flux-mètres du casque étant plus exposés au flux venant du plafond, les flux-mètres au niveau du torse au flux du foyer, et ceux au niveau de la jambe étant exposés en fonction de l'orientation de la jambe du pompier. Concernant les mesures de température, on a installé également des thermocouples au niveau du casque, au niveau de l'épaule et du torse comme le flux-mètre et au niveau de la jambe. Et cette fois-ci, on est allé les installer sur et sous les EPI, tandis que les flux-mètres étaient uniquement par-dessus. Ce sont les zones qui sont les plus exposées aux températures, comme les flux-mètres. Et donc ça nous permet d'évaluer l'impact des EPI et l'importance de la décharge de la veste à la fin de l'exercice. On vient également mesurer le taux d'humidité sur et sous la veste et sous le casque afin de mesurer la sudation du pompier et le retour d'humidité qui est lié au jet de lance. Donc voilà des photos des formateurs au cours de l'exercice. On retrouve ici le flux-mètre et le thermocouple, le capteur d'humidité, idem ici, et les deux binômes, le binôme d'attaque et le binôme de sécurité étaient équipés afin d'avoir un binôme témoin entre guillemets qui permettait de comparer par rapport aux pompiers qui étaient en activité. Toutes les données ici étaient acquises sur des boîtiers qui ont été développés par nos collègues du LEMTA et qui permettaient donc que les pompiers soient totalement autonomes et que des fils ne les suivent pas au cours de l'intervention. Au niveau des pompiers, on a également installé une caméra infrarouge qui permet de mesurer les champs de température sur le pompier. Cependant, on s'est rendu compte au cours de la première année que les pompiers bougeaient énormément dans le caisson et en fait ces caméras ont besoin d'un point fixe. On a donc choisi en 2014 d'installer un mannequin au centre du caisson qui lui est équipé de flux-mètres, de thermocouples et de capteurs d'humidité comme les pompiers, et ça permet donc d'avoir une image stable pour la caméra infrarouge.
En 2014 ont également été mis en place des tests médicaux, avant et après les essais, où on est venu mesurer les constantes habituelles et réaliser des tests psychologiques. Donc voilà l'instrumentation schématique totale. On retrouve donc le positionnement du mannequin ici, de nos caméras et de la caméra infrarouge au niveau de la porte. Donc maintenant je vais passer au protocole vraiment d'essai. On avait une volonté au cours de la deuxième campagne de venir valider les résultats de la première. Pour ce faire, on a mis en place exactement le même protocole, à savoir un premier essai plus d'observation et un deuxième essai d'attaque. On a une bonne répétabilité entre les campagnes 2013 et 2014. Elles ont été réalisées, comme on vous l'a dit, la première quinzaine de juillet, et on avait globalement les mêmes conditions météorologiques. Au niveau de cette répétabilité, je vais vous présenter quelques courbes qui illustrent ça. Donc voilà, vous avez en 2014 la courbe orange et en 2013 la courbe violette. Donc au niveau du jour 1, on a un développement qui est globalement similaire, avec un pic tout de même plus élevé ici en 2014. On a des explications pour ça. Au niveau du jour 2, on a une meilleure réponse en 2014, mais des résultats qui sont globalement en adéquation entre les deux courbes oranges du jour 1, entre jour 1 et jour 2. Pardon. Ça peut s'expliquer notamment par le fait que l'eau de refroidissement était mieux évacuée. En effet, au cours de la campagne 2013, l'eau de refroidissement était évacuée directement dans le caisson, alors qu'en 2014, elle était évacuée vers l'extérieur. Au niveau du flux émis par le foyer, si on compare la campagne de 2014, le jour 1 et le jour 2 sont relativement similaires, avec un établissement légèrement plus rapide de notre foyer au niveau du jour 2. En effet, ça peut s'expliquer car le caisson avait déjà connu un brûlage la veille, donc il était plus sec. On s'est rendu compte qu'au cours de ces formations, il y avait deux phases majeures, une phase d'observation et une phase d'attaque. Durant la phase d'observation, les formateurs sont dans la zone d'observation et d'attaque que je vous ai montré tout à l'heure. Ils observent le feu pendant sa phase d'établissement et décrivent avec le formateur les signes annonciateurs de phénomènes thermiques. Lors de l'attaque, les formateurs et les stagiaires sont dans la même zone d'observation et d'attaque, et le feu est pleinement développé, et là on met en place les différentes techniques de jet de lance qui sont préconisées par le guide national de référence, et qui sont illustrés ici, donc le jet droit, le jet diffusé d'attaque et le jet diffusé de protection. Au cours de la phase d'attaque, on a une permutation des stagiaires. Les formateurs effectuent des entrées et des sorties pour venir chercher de nouveaux groupes de stagiaires, donc on a 8 cycles en général comme ça. Et avant chaque ouverture de porte, l'exutoire est ouvert par mesure de sécurité pour éviter les bagarres. Donc ce protocole s'est basé sur une séance normale de formation. On a déterminé les grandes phases caractéristiques comme vous avez pu le voir en amont, mais on a laissé la gestion du temps aux sapeurs-pompiers par mesure de sécurité. Le premier essai donc, a été à la base des temps caractéristiques du deuxième, donc on part sur des essais qui sont de 30 à 40 minutes, et on a utilisé la même charge de combustible qui est de 250 kg, soit une quinzaine de plaques de contreplaqué. On a une même conduite globale du foyer et une même gestion des ouvrants, et on s'est rendu compte au cours de tous les essais que les pompiers étaient très réguliers dans leurs entrées et leurs sorties. On a donc souhaité reproduire les actions réalisées en formation. Donc lors du premier essai, jour 1, alors il y a une petite erreur là, le 6, je ne sais pas ce qu'il fait là. Lors du premier essai, donc on a une observation des entrées et des sorties et des impulsions de lance. Et lors du jour 2, on a l'observation, des entrées et des sorties et réellement l'attaque du foyer avec différents jets de lance. Des nouvelles données ont été introduites pour le deuxième essai, notamment la mise en place de capuches sur les intervenants, qui était une demande du SDIS de Vendée qui souhaitait valider l'impact de ces EPI. Donc on a conservé le thermocouple et le capteur d'humidité sous le casque, et on a mis le flumètre et le thermocouple sur la capuche par-dessus. Donc pour conclure, il s'agit à notre connaissance des premiers tests aussi poussés à l'international sur ce type d'outil. L'innovation réside dans le fait qu'un focus réel a été fait sur l'intervenant,
ce qui permet une meilleure compréhension des contraintes dans ce type de formation, et donc d'optimiser la santé et la sécurité au travail, tant en termes de techniques d'intervention qu'en termes de matériel utilisé. Il y a un intérêt réel de la communauté de la sécurité civile, votre présence en témoigne aujourd'hui, mais aussi de la communauté universitaire nationale et internationale, puisque ces travaux ont déjà été présentés au groupe de recherche feu du CNRS, et un de nos collègues de l'université du Queensland en Australie est en train de réaliser des mesures similaires à celle-ci. Pour nous, ça vient valider nos modèles numériques, ça nous aide au niveau notamment des ordres de grandeur qu'on peut obtenir en simulation. Mais encore de nombreuses pistes sont à explorer et ça sera présenté plus en détail par mes collègues tout à l'heure. Ça a marqué le début d'une collaboration entre université et sécurité civile. C'est bénéfique pour les deux milieux, comme l'a dit Marc, c'est vraiment un échange gagnant-gagnant à entretenir et à impulser tant à l'échelon local que national. Voilà, merci de votre attention. Merci Simon. Simon Robin, pour l'applaudir. Si vous avez des questions à poser à Simon sur ce que l'on vient d'écouter, n'hésitez pas, on a quelques minutes pour ça. Il y a des micros dans la